Alors, quand il y a un projet qui s'installe dans une commune, je pense qu'il est vraiment important qu'il y ait des riverains qui se mobilisent et c'est important aussi pour le monde politique. C'est important parce que tout d'abord il y a la question du nombre, ça je pense que c'est un élément essentiel. Si le groupe est bien organisé, qu'il y a un nombre important, ben, le politique est beaucoup plus attentif à la question. Je pense que ça c'est vraiment assez central. Puis après, à côté de ça, quand on prend le collectif La Nature sans friture, eh bien, c'était surtout l'aspect aussi du collectif. Et le collectif a aussi une série de compétences, des compétences techniques, des compétences aussi en termes de communication. Florence, par exemple, en termes de porte-parole, elle a incarné le combat, et ça c'est beaucoup plus facile, parce qu'alors quand elle va trouver les politiques, eh bien les politiques ont un interlocuteur à qui parler. Et je pense que ça c'est vraiment essentiel. Il y a d'autres personnes, bien sûr, Jean-François et d'autres qui sont dans le collectif, mais vraiment d'avoir des personnes qui sont identifiables, je pense que ça c'est vraiment un élément central si on veut à un certain moment pouvoir peser dans le débat. Nous voilà en l'an 2019 après Jésus-Christ. L'entièreté des terrains soumis à la gestion des intercommunales est amenée à être occupée par les industriels. Un sentiment d'impuissance domine, donnant l'impression qu'on ne peut plus avoir prise sur le cours des choses. À ce stade de l'histoire, c'est certain, il n'y a qu'une alternative. Ou bien la population prend sa destinée en main et se préoccupe de l'intérêt général, guidée en cela par des valeurs de solidarité, ou bien ce sera fait de sa destinée tout court. Un village peuplé d'irréductibles ennuyés résiste donc encore et toujours à l'envahisseur. Et il ne rend pas la vie facile au camp fortifié de Jan Perbaut et de son irrésistible envie de conquérir de nouveaux espaces pour y fabriquer ses frites. En l'espace de quelques semaines, les riverains se rencontrent, se réunissent et s'organisent. Ceci est l'histoire d'une lutte citoyenne qui petit à petit a gagné du terrain. C'est l'histoire de citoyens qui se rebellent contre l'usine numéro 1 européenne de la transformation de pommes de terre, avec ses 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a une première réunion où vous avez convié vraiment tous les citoyens de Frameries à un moment donné pour leur expliquer un peu quel était l'état des lieux, quelle était la situation. Oui, donc en fait dans ce dossier, la toute première grosse action, ça a été la réunion d'information préalable. Donc avant d'installer un projet tel que l'usine, on est obligé, donc la commune est obligée d'informer le citoyen et d'inviter le gestionnaire de projet à présenter son projet. Et le citoyen peut participer à cette réunion et poser un maximum de questions. Et toutes ces questions et ces points d'attention doivent être analysés après pour voir si le projet est possible. Et donc, le 29 janvier 2019 avait lieu cette réunion d'information préalable. Et donc ça a été un de nos premiers gros objectifs. Ça a été de rassembler un maximum de citoyens ce jour-là, mais de rassembler des citoyens informés. On avait préparé des points vraiment techniques grâce justement à l'expertise de Jean-François qui s'y connaît vraiment bien par rapport à tout ça. Pourquoi ce site n'est-il pas adapté? Donc qu'est-ce qu'on remarque sur l'image? On a volontairement gommé les habitations tout autour. Qu'est-ce qu'on a gommé? On a gommé
le nouveau quartier qui est en train d'être, le nouveau lotissement qui est en train d'être élaboré tout autour. On y a gommé les habitations qui se situent à la rue d'Honneur. Donc on va vraiment, si on regarde sur la vue de détail, on voit vraiment que les habitations auront le nez directement sur les hangars et sur les frigos. Les nouveaux frigos. On a gommé la crèche qui se situe à côté dans le zoning du PASS et on y a gommé les deux écoles. Et cerise sur le gâteau, le PASS a complètement disparu. On voit vraiment la grandeur du projet, c'est énorme. Hein. On voit qu'il y a des cheminées, on voit qu'il y a des congélateurs, 45 mètres de haut, 6 cheminées de 60 mètres. Voilà. Bon, ici, évidemment, on n'a pas mis de fumée, on a mis des toutes petites cheminées. On a bien fait pour que le projet ait l'air vraiment tout petit. Dans un endroit bien vert, comme s'il n'y avait personne, bah, ça a l'air sympa, quoi. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de camion, il n'y a rien qui sort, quoi. Tout a l'air impeccable. Il y a bien du bruit, ça sent très mauvais. Ce n'est pas une entreprise qui fait attention à son environnement et à ses riverains. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est produire. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Ça fume, ça fume, ça fume. Donc, imaginez cette fumée juste à côté des maisons, avec d'un côté le côté visuel et le bruit pour Frameries, et de l'autre côté pour Mons, les odeurs qui est dans les vents dominants. Donc qu'est-ce qu'on aurait? On aurait ça, une petite cheminée là. Hein. Là, on en aura 6 comme ça. 6 cheminées de 60 mètres de haut qui vont toutes fumer 24 heures sur 24, 363 jours par an, parce que Noël sera un jour où ils seront arrêtés. Je crois que c'est là que le politique s'est rendu compte que ça n'allait pas être si simple que ça, d'imposer, oui, je ne sais pas si je dois utiliser ce mot-là, mais d'implanter une usine chez nous, et qu'en tout cas le citoyen ne se laisserait pas faire, et qu'on n'était pas des gens qui allaient accepter n'importe quoi. On peut parler de l'égouttage. Donc cette entreprise, évidemment, va rejeter ses effluents quelque part. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que de rejeter les effluents dans le petit ruisseau de la Cavenaille. Donc c'est un petit ruisseau qui fait 50 cm de large et 1 mètre de hauteur. C'est minuscule. On remarque très vite que le tuyau est plus grand que le ruisseau. Donc dès que l'usine sera mise en service, ce ruisseau sera en permanence rempli d'eau. Le ruisseau de la Cavenaille se rejette dans le Bi, notre Bi, se rejette dans le Bi, à 6 plis. Donc ça veut dire qu'à un moment, cette zone 6 plis avec ses maisons, etc., sera en permanence remplie de cette eau qui sera probablement malodorante parce que c'est quand même des eaux industrielles. Et en cas d'orage ou de pluie intense, comme on a eu cette semaine, comme on a régulièrement en Belgique, on aura 6 plis qui sera en permanence sous eau avec ces habitations qui seront inondées. On doit encore faire de gros investissements pour amener les tuyauteries de gaz naturel à cette entreprise pour réchauffer ses friteuses. Warneton, on a quelques friteuses de 25 000 litres d'huile de palme et de tournesol. Ici, je pense que comme on a 2 fois plus, on aura bien plus d'huile et on aura besoin de beaucoup plus de gaz naturel. Donc avec ces émissions de gaz à effet de serre, etc. On pense qu'il n'y a qu'à avoir du gaz naturel, il n'y a qu'à avoir de l'électricité, de l'eau, etc. Non, l'investissement sera important pour la collectivité pour fournir une entreprise qui va détruire l'environnement, détruire le cadre de vie des riverains et tout cela pour exporter sa production à plus de 95% à l'étranger. Le fait de pointer ces incohérences, ce n'était pas suffisant, ce n'était pas satisfaisant pour arrêter le projet. Non. Donc qu'est-ce que vous avez, à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez convoqué, je me rappelle que vous avez convoqué tous les citoyens à un moment donné à EJ, dans une grande salle, Ouais. et vous avez demandé à former certains groupes selon tel type d'action, ou comment ils pourraient intervenir, comment ça s'est passé, et comment ça a germé ça dans votre tête au début? Il y a eu plusieurs moments clés et donc le premier, ça a été de se dire, voilà, on doit informer. Donc ça, on doit tout le temps informer. Dès qu'il se passe quelque chose, et une de nos grosses valeurs, ça a été la transparence. On avait envie de rien cacher du tout. Donc dès qu'on avait des infos, il fallait que les gens sachent, il fallait que tout le monde prenne conscience. Et donc il y a eu un gros travail d'information sur les marchés. Donc on est allé à la rencontre des gens pour expliquer. Donc c'était vraiment d'abord mobiliser, informer. Et c'est vrai que rapidement, on s'est dit il faut organiser les choses pour que les gens puissent s'impliquer à leur niveau. Donc on a décidé de faire des petits groupes de travail. Donc il y avait un groupe technique, un groupe juridique, un groupe action pour pouvoir chacun s'impliquer dans le domaine où il se sentait plus à l'aise pour nous aider et que finalement ce soit constructif et que tout le monde soit impliqué.
moi, au départ, je voulais aider. J'ai dit, je vais aider et on verra bien. Et le discours était comme ça. Le discours, à cette fameuse réunion de février 2019, c'était « Nous avons besoin de vous. Hein. Inscrivez-vous sur les feuilles si vous voulez nous aider. » Et donc il y avait des feuilles, on pouvait s'inscrire. Donc c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça donne une force. Ils pouvaient à ce moment-là réorganiser, non plus entre cette personne, mais entre 10, 20, 30, 40, 50, 100 personnes des activités, et toujours avoir une possibilité de renfort ou d'aide. Et puis, il y avait déjà une espèce de structuration. Ils voulaient déjà structurer, faire des groupes de travail différents. Et il y avait beaucoup de groupes à l'époque, un groupe accueil, un groupe action, un groupe sur la transition écologique. Enfin, donc il y avait plein de petits groupes de travail et chacun pouvait, par rapport à ses compétences, donner quelque chose. Et au départ, bon, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire dans un des groupes et puis on verra bien. Et bon, le groupe dans lequel je me suis inscrit au départ n'a pas vraiment tenu, mais par contre, le groupe qui a pris le plus de dessus, c'était le groupe Action. C'est l'objectif central de toute façon, c'est convaincre le politique et l'amener à changer ses plans sur ce terrain et cette usine qui allait s'implanter ici. Qui, de toute façon, on savait, et ils le savaient eux aussi, que le site n'était pas approprié à recevoir cette entreprise. Ben, ils le savaient pour certains, parce qu'il y en a qui ne savaient même pas où se situait le terrain. Et donc, c'est ça aussi le gros travail, c'est de prouver que le terrain qui était choisi n'était pas du tout adapté à ce type d'implantation, à cette industrie lourde finalement. Et donc, il a fallu amener les gens sur le terrain pour leur montrer que... Amener les politiques sur le terrain. Oui, les politiques et aussi les citoyens, parce qu'il y avait des citoyens qui nous disaient bah oui, ben quand on habite dans un zoning industriel, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des industries, mais le terrain, il se trouve, donc oui, il a le titre de zone industrielle, mais il ne se situe pas dans le zoning industriel même de Frameries. Il est décentré et vraiment au pied des habitations. Et donc, il fallait que les gens viennent sur le terrain. Et chaque personne qui est venue, que ce soit politique ou citoyen, a reconnu l'inadaptation de cette affectation et de cette zone industrielle. Et donc, c'était important que chaque personne vienne. Qu'il y a des gens qui prennent des décisions sur un terrain qu'ils n'ont jamais vu, où ils ne savent pas où il se situe, ils ne savent pas le mettre sur une carte. Enfin, donc c'est quelque chose d'aberrant, surtout ce type de projet. Et donc là, l'idée est venue d'amener les politiques sur le site et d'amener en même temps, parce que donc on a compris que le politique bougeait quand il savait qu'il y avait beaucoup de gens derrière. Et donc il fallait que le politique soit présent, mais que les citoyens soient présents aussi. Et donc on a fait une visite guidée du site, je me souviens, et une chaîne humaine parallèlement à la visite guidée, pour que les politiques se rendent compte de qui était finalement derrière cette mobilisation, combien il y avait de gens, etc. Et qui voient l'importance du projet et qui voient aussi le site. Et tous les politiques, je pense, de la région, toutes les têtes importantes étaient là. Et il n'y en a pas un qui a dit que le site était adapté à ce genre d'usine. Et donc, ça a été pour nous une victoire. Respectueux de nos citoyens, respectueux de l'environnement et respectueux de la santé des gens. Voilà. Moi, en tant que bourgmestre, ce qui m'étonne quand je viens ici sur le site, c'est cette cohabitation entre les zones industrielles et les zones d'habitat. Oui. Parce que je ne comprends pas comment on délivre des permis de bâtir alors qu'on est vraiment dans d'une zone industrielle. On ne peut pas faire quelque
grand-chose pour les gens, sans les gens. Et donc, à un moment donné, je pense qu'en tant que politique, on doit bien comprendre qu'on doit être avant tout des facilitateurs pour des projets qui sont construits avec l'ensemble de la population. Et je sais que l'ensemble des administrateurs socialistes de l'IDEA vont porter ce message-là et seront très clairs par rapport à ce que vous avez demandé. Ça a déjà été dit, je pense, mais je pense qu'il fallait le répéter devant l'ensemble de la population présente aujourd'hui. L'histoire de cette affaire, de ce dossier, mais ce que je peux vous dire, il m'exprimait au nom du collège communal et du conseil communal qui a décidé à l'unanimité il y a 15 jours de demander à l'IDEA de trouver un site alternatif. Je ne sais pas si ce sera possible, mais en tout cas, le collège a fait une position très claire. Donc l'usine ici, telle qu'on nous l'a décrit, donc nous n'en voulons pas et nous mettrons tout en œuvre. À partir de là, ça a été... Ça a un peu bougé, un oui. peu évolué. Oui, Donc oui. l'importance de maintenir en haleine, en tout cas sur le long terme, parce que 2019, c'est pas encore terminé, on est en 2022, de garder le citoyen et de garder les gens en éveil. Comment vous avez fait pour garder comme ça ce mouvement actif sur 3 années consécutives? Je pense qu'il y a plusieurs ingrédients. Il y a le fait d'informer tout le temps, le fait d'être transparent. Dès qu'il se passait quelque chose, on en parlait et on demandait l'avis finalement des citoyens. On demandait les idées des citoyens, donc il y a eu cette implication. Ouais. Et de toujours être actif. S'il y avait une réunion importante quelque part, eh bien on mobilisait un petit groupe pour y aller. Et puis les actions, elles ont été variées aussi. Et je pense que donc ça a évité aux personnes de se lasser. Alors voilà, je suis de Warneton. Ça fait 12 ans qu'on vit l'enfer avec Clairbout. On nous a menti dès le départ. Là, en fait, on n'attaque personne. On n'est pas en conseil communal, on n'est pas devant... Mais par contre, il y a la presse. Il y a la presse, et c'est une mobilisation pour, de nouveau, dire « on est là, regardez ». Et donc le but, c'était de choquer un peu les esprits, parce que l'enterrement des 3 communes, déjà, c'est quand même une démonstration. Il y a 3 cercueils, enfin 4 en fait. Hein. Il y a 3 cercueils principaux, donc des communes principales autour, et un 4e cercueil qui était celui de la région wallonne. Moi, j'ai vu sur la cheminée, je peux vous garantir que des rejets, on en a plein. C'est des taches de graisse partout, les carreaux, la terrasse, les voitures. On met plus le linge dehors, ça c'est terminé. S'il était, si on veut, on peut mettre le panier à salade sur la table de salon de jardin, elle est remplie directement avec huile, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est les odeurs aussi. La nuit, comme la journée, ça cuit. Donc c'est 24 heures sur 24 que ça pue. Le matin, je me lève et je regarde dans quelle direction est le vent. Si je vois qu'il n'est pas à l'ouest, je me dis sauvé, ça puera pas. Enfin bref, c'est l'enfer. On nous traite de râleurs à Warneton, qu'on est contre l'emploi, qu'on est contre ceci. Mais c'est notre sécurité aussi, parce qu'il a le frigo rempli d'ammoniac. On sait très bien que le jour où celui-là, il va arriver quelque chose, on sera rayé de la carte. Il y a 4 ou 5 ans, ou peut-être un peu moins, l'usine a flambé. On nous avait dit, il ne faut pas vous en faire, parce que on avait quand même énormément de cendres dans les jardins. On nous a dit, il ne faut pas vous en faire, c'est du carton, c'est rien, c'est pas nocif pour la santé. Et dans la semaine, on a su tout de suite en fait qu'il avait brûlé son stock d'amiante. Donc les gens venaient déposer quelque chose, s'exprimer, dire voilà comment moi je ressens ce projet. Donc il y a eu des ateliers d'écriture, il y a eu le fait de pouvoir jouer tout ça et finalement de se moquer un peu de la situation. Et ça a été ce théâtre, ça a permis aussi de pouvoir informer différemment, toucher un autre public aussi. Et donc ça a été une manière de faire. Puis il y a eu, une expo photo. Enfin, il y a eu plein de façons différentes. Et ça, je pense que ça a aidé aussi de pas toujours un spectacle aussi ici ouais, autour de l'usine qui a mobilisé plein de gens et qui a sensibilisé aussi les gens de l'extérieur, pas uniquement les Framrisois. Donc le but, c'était d'amener aussi des gens de l'extérieur. C'est ça. Et de faire comprendre, en fait, le combat,
ça part de cette implantation de l'usine Clairbotte, mais finalement, le but, ça a été aussi d'éveiller les consciences à un problème de société. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Clairfruit Potatoes & Co pour une visite hors du commun. Je vais me faire du fric avec mes frites. On travaille 45 heures par semaine. On est payé au minimum syndical 1200 € et des patates. Ah non! Ah non! Ah non les gars! On avait dit que le dimanche, on parlait ni de pétotes, ni de patates et encore moins de frites. Une usine qui respectera les normes écologiques. Du baratin, oui. Et maintenant, on est dans une merde noire. Comment est-ce possible de manipuler les gens comme ça? Et surtout, comment c'est possible d'avoir aussi peu de considération pour nos vies, pour celles de nos enfants et pour le bien-être de la Terre? Et ça, c'est la réponse aussi à l'argument des gens qui vous disent, avec cet argument, mais ce sont un petit groupe de personnes qui se bat avec le phénomène pas dans mon jardin, ouais, et ça, ailleurs mais pas chez moi. C'est pas le cas ici. Le combat, c'est ni ici ni ailleurs. Il est plus vaste que ça. Oui, mais le phénomène NIMBY, là, pas dans mon jardin, quand on nous reproche ça, au départ, moi je suis quand même assez interpellée parce que effectivement, ça commence parce que ça commence dans ton jardin. Enfin, c'est de se dire, je voudrais bien savoir quel citoyen accepterait ce genre de projet dans son jardin. Et donc, oui, ça commence là. Ça commence là, mais après, on prend rapidement de la hauteur. On est plus dans un combat global que d'une lutte pas dans mon jardin, quoi. Au fur et à mesure du temps, les différentes activités, qu'elles soient avec toi, théâtrale ou pas théâtrale, ou simplement prendre des photos, enfin voilà. À un moment, l'activité intéresse quelqu'un. Moi, j'ai réussi à faire venir des gens de plus loin. C'est vrai ça a surpris, d'ailleurs c'était au tout début dans les journaux, c'était ça, c'est comment est-ce que des riverains ont réussi à bloquer ce projet. Comment est-ce que vous avez réussi à bloquer ce projet? En faisant changer les Un villes. petit mouvement citoyen qui réussit à bloquer une des industries les plus fortunées en Europe. Notre persévérance. On est resté mobilisés, on est resté persévérant, on a eu des déboires parce qu'on ne savait pas tout. On a appris des membres qui savaient, dans ce domaine-là, il faut faire comme ça, dans ce domaine-là, il faut faire comme ça. Hein, donc dans le droit, il faut faire comme ça, dans la technologie comme ça, il faut faire comme ça. On ne nous dit pas tout. Il faut poser des questions là-dessus. Et donc la force, c'était le groupe, de nouveau. Parce que, la persévérance du groupe. Et la persévérance du groupe. Mais ça, la persévérance du groupe, elle vient du groupe. Et à chaque fois qu'il y avait une action de votre part, il y avait une réponse de l'entreprise de Clairbotte. Et le gros argument de Clairbotte, et du politique aussi, hein, faut pas se le cacher, c'était le travail. Donc on va peut-être implanter l'usine ici, on va peut-être polluer un peu, mais on va amener du boulot et les gens vont se remettre au travail ici dans une zone qui est entre guillemets plutôt sinistrée à ce niveau-là. Comme nous, on essayait d'attaquer, donc on communiquait, Clairbotte voulait communiquer, et oui, à un moment, il voulait dire, voilà, chez nous, on peut engager, hein, clairement. Hein. Avez-vous la patate, on engage des séances d'information avec des petites photos bien sympathiques, des campagnes d'affichage auprès de certains restaurants. Donc à un moment, il y a eu des campagnes d'affichage. Dans toute la région, oui, tout à fait. Pour nous, c'était clair qu'à chaque fois qu'il y avait une action, à un moment, il y avait un affichage, une publicité qui sortait. Donc, voilà. L'argument, j'ai envie de dire, tarte à la crème, c'était création de 300 à 500 emplois. L'emploi, justement, qui était, on va dire, mis en avant, hein, vraiment mis en avant. C'est comme si la région allait être sauvée grâce à Clairbotte, une usine avec 300 emplois sur 15 ans. On allait sauver le Hainaut, quoi. On a essayé de nous donner cette étiquette d'être des gens qui se battaient contre le développement économique, mais c'est jamais, c'était pas du tout ça. Le truc, c'était qu'on veut bien développer l'économie,
mais on veut que ce soit en respectant l'environnement et les citoyens qui vivent ici dans la région. Et donc c'est possible de le faire. Il y a plein de zoning qui se développent et qui respectent l'environnement. Agroécologie. Agro-industrie. Vous en pensez quoi d'une usine comme Clarbout dans Frameries? Que du mal. Vraiment du mal. Parce que c'est tout ce contre quoi il faut lutter en fait. C'est-à-dire que ça produit de la nourriture, mais à quel prix? On est dans le capitalisme de l'agroalimentaire en plein. Ça ne fait pas vivre les fermiers du coin, ni du coin ni d'ailleurs, même de Belgique, puisqu'apparemment ils amènent des patates de partout. Et puis ils exportent de nouveau, donc c'est déjà un nonsense du point de vue de la pollution, etc. La pollution aussi des cheminées de 80 mètres ici qui vont être juste derrière. Et puis c'est tout. En fait, c'est le condensé tout un système économique. Là, le camion qui est derrière moi, la plaque, il vient de Roumanie. Donc il va y avoir, il paraît, 1600 camions qui vont défiler si l'usine se construit de l'autre côté. Enfin, donc on peut conclure jamais, never. Never. Voilà. Vous en pensez quoi d'une usine comme Clarbout? C'est un modèle qui promeut une agriculture intensive et néfaste à la fois pour l'environnement et l'être humain. Et donc ça ne devrait pas pouvoir s'étendre et manger nos terres qui peuvent nous nourrir de manière aussi correcte. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais voilà. Mon message serait de promouvoir une autre agriculture, parce que ce type d'agriculture, c'est progresser vers le passé quelque part. Développer une machine de plus en plus grande, qui n'est ni bonne pour le climat ni pour le sol, et de vraiment soutenir cette agriculture qui est en train de naître partout, tous ces jeunes et ces moins jeunes qui voudraient se lancer dans le petit maraîchage par exemple et qui n'ont pas de soutien véritable. Et je lui dirais, soutenez ceux-là, parce qu'aujourd'hui il y en a un, plic-ploc, demain il y en aura dans chaque village, et à partir de ce moment-là, on pourra vraiment reconstruire ce paysage paysan dont nous avons besoin et qui est en train de mourir. Vous en pensez quoi d'une usine comme Clarbout ici, à Frameries? Moi je pense que c'est une catastrophe, pas seulement pour Frameries. Globalement, simplement énoncer que fabriquer des frites, les surgeler et les porter au bout du monde, y compris dans les pays où on a inventé la pomme de terre, déjà ça c'est une ineptie pour le monde. Et donc se faire du fric, exploiter, appauvrir, polluer, etc. pour ça, c'est doublement, triplement, quadruplement, enfin je sais pas plus loin comment on dit, mais c'est une folie environnementale. C'est une folie pour la planète, donc c'est pas seulement pour Frameries. Donc je pense que quand des gens résistent comme à Frameries, c'est tout à l'honneur.
Comment est-ce qu'on fait des frites? Tu prends d'abord la patate. Mais une binge de préférence. Hein. Ok, tu l'épluches. Tu la coupes en bâtonnets. Tu mets dans une passette et puis tu rinces. D'accord. Alors tu les trempes dans l'huile. Attention, blanc de bœuf ou végétal. Et après, une fois à 150 degrés. Après, tu les laisses reposer. Oui, d'accord. Mais alors tu dois les replonger une deuxième fois à 190 degrés cette fois. Oui. Après, tu les sors et tu les égouttes. Une pincée de sel. Et hop, le tour est joué. Voilà de bonnes frites faites maison. Et donc on veut que ce terrain soit transformé en zone d'économie mixte. C'est-à-dire qu'il va accueillir des petites PME, des petites entreprises, donc, qui vont développer l'économie, mais en respectant le cadre, les citoyens, etc. Et donc il y aura un développement économique, mais qui ne sera pas avec de l'industrie lourde. Quelle est la dernière action qui est prévue là? Est-ce que c'est la dernière ici avec avec Borsu, vous attendez la décision, oui. Et puis voilà, une fois que cette décision sera prise... On verra. Sans avoir revu avant, Oh oh, frite, ma frite, on t'aime en Belgique, et l'on te mange sans compter. Vous allez devoir prendre une décision. Et donc, cette décision, elle doit tenir compte de l'avis des riverains forcément. Et je pense que l'avis des riverains, vous l'avez bien entendu et vous le connaissez maintenant. Et tout le monde s'accorde pour le dire. Ce projet de grosse industrie n'a pas de sens ici. Et c'est vraiment ça, à un moment donné, il faut faire fonctionner son bon sens et se dire, voilà, il faut prendre une décision avec son bon sens aussi. Et donc je suis d'accord que différents fonctionnaires doivent donner leurs avis, l'aménagement du territoire, l'environnement, etc. Mais il faut venir ici pour comprendre vraiment que c'est absurde. Et on espère qu'avec tout ça, vous prendrez la bonne décision après, par la suite, parce que franchement ici, on attend ça depuis 3 ans et ça devient vraiment long, vraiment lourd. Et je pense vraiment qu'on a besoin d'une décision forte. Les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulés. Voilà, donc en marchant, on est arrivé face à cette fameuse... C'est pas une usine, c'est pas encore l'usine. Donc ici, il y a les entrepôts, c'est ça, les fameux entrepôts. Le frigo est là-bas. Ils ont construit la route ici, juste pour l'entreprise. Et on voit la proportion déjà que ça prend. Alors le secret pour toi d'une mobilisation citoyenne à long terme comme ça, pour les garder en haleine, ce serait quoi alors? Donc c'est de réussir à convaincre que c'est important de se bouger pour un objectif commun, de faire prendre conscience qu'on ne doit pas subir des situations injustes. Et les moyens proposés pour le faire, des actions amusantes où les gens ont pu se rencontrer, échanger, créer du lien, ça a été la force quelque part de la mobilisation. Chacun a pu s'exprimer et je pense qu'on a vécu des moments difficiles aussi, comme dans tous les groupes, la vie d'un groupe, il y a parfois des conflits, des tensions, etc. Mais ce qui a aidé aussi à renforcer finalement parce que ça a toujours été constructif, il y a eu des remises en question, il y a eu plein de choses. Et donc oui, je pense qu'avant tout, ce sont des êtres humains qui arrivent là avec leurs bagages, leurs questions, et on a pu écouter tout le monde, on a pu construire à partir de ça. Vous allez continuer? Oui. Si cette décision est négative, vous allez continuer le combat? Oui, il faut continuer, parce que si on ne continue pas, je pense que ça s'installera. Si c'est négatif et qu'ensuite il y a une décision qui tombe, on dira oui, c'est autorisé. S'il n'y a personne pour le contrer, ça passera. Donc vous allez continuer? Ah oui, obligé. C'est pas qu'on n'a pas le choix, mais c'est un choix de continuer. Il faut empêcher ça. Nous, à Famry, on n'en veut pas, il y a de la joie. Les petits bourdons et papillons, c'est bien mieux que la pollution. Avec nous, il y a de la joie. Elle est partie cette usine-là, il y a de la joie. Nous, à Famry, on n'en veut pas, il y a de la joie.
Les petits bourdons, les papillons, c'est bien mieux que la pollution.